Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. L'accusé passe aux aveux dans l'affaire des viols en série jugés depuis hier devant la cour criminelle. Chaudonne Emmanuel avoue la majorité des actes qui lui sont reprochés. Un tournant dans ce procès, on en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, les pompiers sonnent l'alarme. Les soldats du feu seront mobilisés demain afin de dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements. Dialogue social, sécurité, transparence. Les détails dans quelques minutes. Et puis nous irons à l'AMEP pour le carême de l'orientation. Pendant une semaine, les élèves de l'établissement profitent de la venue de plusieurs dizaines de professionnels. Objectif, leur faire découvrir un large panel de métiers. Et on débute donc par la deuxième journée du procès de Chaudonne Emmanuel. Ce ressortissant Saint-Lucien comparaît depuis hier devant la cour criminelle pour des viols commis entre décembre 2022 et février 2023. Alors que l'accusé a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, il est finalement passé aux aveux cet après-midi. Le compte-rendu d'audience de Ryan Anias. Une journée particulièrement éprouvante au tribunal de Fort-de-France. Plusieurs plaignantes prennent la parole à la barre. Elles décrivent des enlèvements à moto, des menaces avec une arme, des viols répétés dans des lieux isolés, notamment à Fond-d'Or, à Ducos. Les récits sont précis. Les victimes parlent de peur de mourir, de tétanie, de flashbacks et de crises d'angoisse. Le compagnon d'une des plaignantes témoigne aussi. Il raconte l'appel à l'aide, les pleurs, le déménagement forcé ensuite et la vie qui ne reviendra plus jamais comme avant. Et puis, en fin d'après-midi, lors de son interrogatoire, l'accusé change totalement de position. Après avoir tout nié depuis l'ouverture du procès, il reconnaît tous les faits pour 6 victimes au total. Il parle d'alcool, de honte, d'une forme de revanche contre les femmes et une seule situation ne fait pas l'objet d'aveux. La journée débute avec l'audition d'une première plaignante. À la barre, elle reste digne, elle entend l'accusé dire qu'il ne la connaît pas et elle répond qu'elle fait face et qu'aucune excuse n'est attendue. Elle décrit un enlèvement à moto, une arme et un trajet vers Fond-d'Or. La plaignante décrit 3 viols et des menaces de mort de la part de l'accusé. Elle parle de peur, de dégoût, de flashback et dit se sentir sale. Après ce témoignage, le président de la cour criminelle indique que l'ADN de Chaudonne Emmanuel est retrouvé sous ses ongles et sur ses vêtements. Lui continue alors de nier. Une autre plaignante décrit elle aussi un enlèvement sous la menace d'une arme, des violences et une perte de connaissance avec des viols répétés. Le compagnon d'une des victimes témoigne ensuite et raconte l'appel téléphonique en sanglots de sa compagne. C'est peut-être à ce moment-là que le procès prend une autre tournure. Et à 16h45, l'audience bascule. Interrogé par le président de la cour, Chaudonne Emmanuel reconnaît les faits pour plusieurs victimes, enlèvement et viol sous la menace d'une arme. Le dicton qui lui a été rappelé par le président, faute avouée à moitié pardonnée. Et puis aussi, finalement, le défilé des victimes, je pense qu'au bout d'un moment, il n'a pas pu continuer à camper sur ses positions. Donc un aveu de presque tout. Pas tout, mais l'essentiel. En tout cas, les faits les plus graves, les faits de viol. Il se justifie en évoquant l'alcool et une période difficile avec sa compagne. Il mentionnera également une forme de revanche contre les femmes. Il dit avoir honte et regretter. Celui que je dois féliciter, c'est mon confrère en défense qui a pu effectivement faire émerger la vérité. Et l'accusé, j'espère que ces aveux sont sincères parce qu'il y a aussi des fois des aveux de circonstances, parce que la peine qui serait encourue, elle est importante. La cour et le jury vont devoir demain donc statuer et lui donner la peine qu'il encourt. Le procès se poursuivra demain avec les plaidoiries des avocats des deux parties, les réquisitions de l'avocate générale et enfin, le verdict final. À la une aussi de l'actualité, les pompiers lancent l'alerte. Une mobilisation est prévue demain à l'appel du syndicat Force ouvrière des personnels du service d'incendie et de secours de la Martinique. Dans leur ligne de mire, un manque d'organisation et de transparence interne, des problèmes de sécurité et de conditions de travail ou encore un dialogue social dégradé. Les précisions face à la caméra de Dorian Cayuela. Déposer un préavis de grève pour obtenir des engagements écrits et un calendrier sur des sujets qui touchent la sécurité des agents et la continuité du secours à la population. Alors, ce préavis, c'est surtout une alerte, c'est pas un bras de fer. On demande des réponses précises, des engagements
sur 3 points essentiels. Donc, la sécurité et les conditions de travail de nos agents, l'organisation et la transparence, et puis, bien sûr, la continuité de nos actions sur le terrain. Alors demain, en fait, nous sommes en attente d'une réunion par rapport à des réponses qu'on attend depuis un certain nombre de temps. Et en fait, vu que les réponses n'arrivent pas, nous avons décidé, en fait, l'ensemble du conseil syndical et du bureau, de déposer ce préavis de grève, mais c'est seulement, en fait, dans le but d'interpeller notre hiérarchie pour avoir cette réunion le plus rapidement que possible. Ce que le président a fait, tout à fait. Donc, il a décidé demain de nous recevoir à 9 h à l'état-major. Ce sur quoi on insiste aujourd'hui, c'est le problème de sécurité et d'hygiène au travail. Parce qu'on a un certain nombre de casernes aujourd'hui qui sont vieillissantes, qui méritent d'être réhabilitées. Nous avons aussi un problème de rongeurs, des portails qui ne se ferment pas, donc des problèmes d'insécurité. On a des fois des personnes civiles comme moi, par exemple, qui suis basé à l'Étang-Abricot, au centre de secours principal de Fort-de-France. Depuis plus d'1 an, on a un portail qui est défectueux. Et pour tout te dire, notre hiérarchie a quand même mis tout en place pour essayer de réparer ce portail, parce qu'il y a eu plusieurs interventions de plusieurs prestataires, mais jusqu'à ce jour, ce portail est encore défectueux. Vous le savez, les élections municipales approchent à grands pas. Vous êtes attendus aux urnes les 15 et 22 mars prochains. Et pour couvrir ces élections, ATV met en place son dispositif. On en parle avec notre consultant politique, Eddy Marajo. Bonsoir, Eddy Marajo. Bonsoir, jeune homme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, ces élections municipales qui approchent à grands pas et un premier rendez-vous à ne pas manquer sur ATV dès demain soir. Oui, alors, c'est un dispositif d'importance sur les 30 prochains jours. Nous sommes présents à la fois sur le terrain, à travers un certain nombre de reportages, mais également en plateau, avec un dispositif qui s'articule autour de 3 rendez-vous majeurs. D'abord, 6 débats en direct. Alors, je vais quand même les rappeler parce qu'il y a des gens qui vont noter. Mercredi soir, donc demain soir, 20 h, c'est le François. Nous recevons les candidats du François. Jeudi soir, nous recevons les candidats de Schellcher. Et puis, la semaine d'après, les candidats du Robert, toujours le mercredi soir, du Marais le jeudi soir. Et puis, la dernière semaine, avant les élections, le Lamentin le mercredi soir et Fort-de-France, donc les candidats, la tête de liste des municipales. Alors, en parallèle de ces fameuses soirées de débat, 15 moments d'échange avec chacun des candidats sur 15 communes. Ces interviews vont être menées par Marie Tricot. Tout à fait. Donc, chaque candidat aura 3 minutes pour s'exprimer sur une thématique particulière. Un format 3 minutes pour convaincre, en fait. 3 minutes pour convaincre, bien sûr. Alors, je rappelle, je fais un petit retour en arrière. Les débats seront animés par vous et moi, et par Marie Tricot. Exactement. Et votre serviteur. Et puis, surtout, on va vous retrouver toujours avec moi dans 2 soirées, les fameuses soirées électorales. La soirée du premier tour, bien évidemment, le fameux 15 mars, et puis évidemment la soirée du second tour, parce qu'il y aura quand même on espère, quelques seconds tours, le 22. Alors, une petite règle, alors c'est le début de la partie pédagogique de ces soirées, une petite règle à rappeler aux candidats qui espèrent aller au deuxième tour. Un maire en place ou un candidat peut être élu s'il a simplement 50% des suffrages exprimés plus une voix. Parce que cette fameuse règle des 25% des inscrits, elle est terminée et depuis très longtemps. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile de gagner au premier tour. On aura donc, on l'espère, 2 soirées électorales les 15 et 22 mars, l'occasion de faire vivre à la population ces sorties des urnes avec des journalistes également sur le terrain qui vont nous faire remonter les résultats et les informations. Et puis des analyses en plateau avec des invités. Tout à fait, avec des invités. Et puis bien évidemment des palettes d'infographies qui vont vous permettre d'avoir les résultats immédiatement. Alors Eddy Marajo, outre ce dispositif évidemment extrêmement intéressant et qui va permettre aux Martiniquaises et Martiniquais de suivre ces élections municipales au plus près, la question aussi que l'on peut se poser,
Quels sont les enjeux de ces municipales? Les enjeux sont-ils les mêmes dans toutes les communes ou alors celles qui ont été sélectionnées, par exemple, pour les 6 débats ou pour les 15 entretiens, sont peut-être un peu plus intéressants, on va dire. On va éviter de fâcher quiconque. Il y a un premier enjeu qui, lui, n'est pas lié directement aux élections municipales, mais qui est celui de la constitution des communautés d'agglomération. Dont on ne parle pas beaucoup, mais on n'en parle pas. Mais comme vous allez le voir quand vous irez voter, il y a des candidats qui sont déjà pré-listés pour siéger à la CACEM, à Cap-Nord et à l'Espace Sud. Bon, et ça c'est considérable parce que la très grande majorité, on va dire, des pouvoirs des maires ont été transférés. Donc ça c'est le premier enjeu. En élisant le conseil municipal, on élit aussi les conseillers communautaires. Et ça pèse beaucoup plus lourd en termes de budget. Le deuxième enjeu, il est politique, puisque la quasi-totalité des grands partis politiques ont disparu, et on a une myriade, on les a comptés, 78 mouvements politiques communaux. C'est de savoir combien ils pèsent. Alors pourquoi on va chercher à savoir pourquoi ils pèsent? Parce que les listes pour la prochaine grande élection à la CTM vont se constituer à partir des résultats des communes. Tu viens avec moi parce que tu as réalisé 1500 voix. Parce que les gens... Oui, les calculs vont commencer... L'arithmétique d'addition, ça ne fonctionne pas toujours. Mais l'essentiel des listes sont constituées par des maires, mais aussi des candidats qui ont réussi dans les communes. Donc voilà, c'est ça les enjeux majeurs. Et puis, évidemment, il y a quelques enjeux particuliers. Alors, il y a des communes où on se dit il y a un suspense. Alors, il y a Shellshare, bien évidemment. Il y a le Robert, il y a le Gros-Morne. Il y a Fort-de-France, bien sûr. Et ces communes, pour nous, vont donner un peu la température de ce qu'a le paysage politique martiniquais dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Eddy Marajo. Merci. On vous retrouve donc dès demain soir pour le premier débat aux côtés de Marie Tricot. Ce sera la commune du François. Rendez-vous à 20h demain après votre JT. Merci beaucoup, Eddy. Merci. On poursuit avec ce forum inversé organisé par l'AMEP. Pendant toute la semaine, l'établissement privé accueille des professionnels venus de divers horizons dans le cadre de son carême de l'orientation. Objectif, offrir aux élèves des perspectives d'avenir concrètes. Le reportage de Louis Sabas. Plus de cours traditionnels de maths, de français ou d'histoire. Ce matin, les élèves de l'AMEP ont pour leçon des témoignages de professionnels venus leur parler de leur parcours de vie et de leur travail. Pour pouvoir exercer la fonction de pilote de ligne, il vous faudra avoir des modules supplémentaires. À l'instar des professeurs, ils changent de classe, des rencontres aussi inhabituelles qu'inspirantes pour certains jeunes. Au lieu que ce soit plus conventionnel, les forcer à faire des recherches sur Internet, je trouve que c'est intéressant que des professionnels prennent le temps, sur leur temps justement, de venir nous expliquer un peu leur métier, pour peut-être, on va dire, nous éduquer en quelque sorte et nous sensibiliser afin qu'on fasse de meilleurs choix pour notre avenir. Le fait qu'ils se déplacent, du coup, on va être plus à l'écoute parce qu'on sait qu'ils ont fait le déplacement et qu'ils ont un travail derrière ça, qu'ils ont pris le temps de nous expliquer, de répondre à nos questions. Vétérinaires, pilotes de ligne, militaires de l'air, de la marine ou entrepreneurs, entre autres. En tout, ce forum des métiers inversés mobilise plusieurs dizaines d'intervenants durant toute la semaine. Une quinzaine sont présents chaque jour pour déconstruire les préjugés et informer sur la réalité de leur métier ou présenter les possibles voies de formation. Le plus important pour moi, c'était de participer à ce forum parce qu'à mon époque, en fait, j'ai pas eu la chance d'avoir ce genre de forum, même des stages qui m'ont permis de préparer un projet professionnel et de savoir tout ce que je voulais faire. Je trouve ça très intéressant que la MEP ait proposé cette semaine de forum des métiers. Comme ça, les élèves peuvent peaufiner leur projet professionnel et je trouve ça très intéressant. Ils avaient des questions sur les salaires notamment, c'est ce qui intéresse le plus, mais le parcours professionnel, les différents débouchés et même des métiers qui sont autour, pas forcément de mon métier de pilote de ligne, mais autour de mon emploi. Quand ils ont un métier déjà, ils sont déterminés pour faire un métier sur lequel ils sont fixés. On leur propose les différentes voies pour y accéder, mais aussi des voies alternatives quand la demande se pose, pour qu'ils soient au courant. Et quand leur choix est un peu plus hésitant, ils viennent nous poser leurs questions assez naturellement sur des fois des métiers très différents. Le carême de l'orientation de la MEP en est à sa 4e édition et concerne les élèves allant de la 4e au BTS. Un événement pour lequel l'établissement a impliqué les jeunes dans l'organisation de cette semaine de rencontres. Tout l'établissement est mobilisé effectivement autour de cet événement. Nous avons des ambassadeurs du carême de l'orientation. Ils accompagnent les professionnels et sans eux, l'événement n'aurait pas pu se faire. Ils sont vraiment une pièce maîtresse. Donc, les élèves, on les met en responsabilité
pour effectivement construire l'événement. Ils prennent part à l'organisation dès le début. Ils font des vidéos promotionnelles afin de promouvoir l'événement. Ils font du bouche à oreille. Ils prennent pleinement partie à la construction du projet de A à Z. En tout, plus de 60 intervenants sont mobilisés durant la semaine du carême de l'orientation de la MEP pour, pourquoi pas, faire naître des vocations chez les élèves ou au moins les éclairer dans leurs projets professionnels. Et j'en profite d'ailleurs pour adresser un clin d'œil aux collégiens et lycéens que j'ai pu rencontrer ce matin à la MEP afin de leur présenter le métier de journaliste et tout particulièrement à la 3e C qui aura été particulièrement attentive et impliquée. Eux ont quitté les bancs du collège depuis quelques années. En règle générale, une cinquantaine d'étudiants diplômés de la licence professionnelle commerce et distribution ont été reçus ce matin à l'habitation Clément. Bien souvent, il s'agit de profils en reconversion. Ils ont donc bénéficié d'une formation menée en partenariat avec l'université de Rouen et des partenaires locaux. Dorian Cayula est allé à leur rencontre. Un diplôme, mais surtout un tremplin. Chaque année, cette licence professionnelle accompagne des jeunes du territoire vers l'emploi et des postes à responsabilité. Parmi eux, certains reviennent aujourd'hui avec une autre casquette. C'est le cas d'Anaïs, ancienne professeure des écoles devenue manager. J'étais professeure des écoles avant, je suis venue vivre en Martinique. J'ai pas trouvé de poste tout de suite, donc je me suis lancée dans l'intérim. J'ai atterri à Carrefour Cluny et j'ai enchaîné les missions d'intérimaire. Suite à ça, on m'a proposé de suivre une formation pour devenir manager. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'ai accepté. J'ai eu l'occasion de suivre la formation DistriSup qui m'a été très bénéfique, très enrichissant. J'ai développé plein de compétences essentielles. J'ai découvert le monde de la grande distribution. Cette formation est le fruit d'un partenariat entre le groupe et l'université de Rouen. Pour l'occasion, la responsable pédagogique a fait le déplacement. Donc c'est une formation qui va durer 1 an, qui accueille uniquement des étudiants qui sont salariés dans une enseigne de la grande distribution, puisqu'ils sont tous alternants. Et c'est une formation qui repose sur un triptyque de 3 pôles de la gestion, du commerce et du management, qui a pour objectif donc de former au métier de manager dans la grande distribution. Et c'est une formation sur sa durée, c'est 1 an, mais qui alterne des périodes de cours. Après des études de commerce, Jérémy a intégré cette licence, une formation qui lui a permis aujourd'hui de gravir les échelons. J'ai eu la chance de revenir en Martinique après mes études. Qui était d'abord dans le commerce, et ça m'a permis de renforcer mes bases en tant que commerçant. Et donc cette formation m'a surtout accompagné et le groupe m'a permis de me développer. Et à partir du moment où il y a l'opportunité, c'est travailler pour saisir les différentes chances qu'on met sur notre route. Près d'une 60aine d'étudiants diplômés et encadrants étaient présents, le regard tourné vers l'avenir et celui de la filière. Et on reste dans le domaine de la formation. Le Campus Caribéen des Arts organise ses journées portes ouvertes les 26 et 27 février. Qu'allons-nous y retrouver? Que propose l'établissement? On en parle avec son directeur, Henri Santenac. Bonsoir, Henri Santenac. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je le disais, c'est journée portes ouvertes, donc jeudi et vendredi, à partir de 9h au Tout Campus à fait, 9h-18h. 9h-18h au Campus Caribéen des Arts. Qu'allons-nous y retrouver? Alors, le campus ouvre ses portes, donc pendant 2 jours, ouvre ses portes et ses fenêtres, j'ai envie de dire, et permet à tout un chacun, à tous les publics, et principalement au public d'élection, c'est-à-dire les lycéens, les étudiants qui souhaitent justement découvrir les métiers de l'art et du design, voilà, de découvrir in vivo le campus caribéen des arts qui se situe à l'Ermitage. Et c'est l'occasion pour eux de voir comment nous vivons, comment nous enseignons l'art, le design objet, design graphique et aussi les arts visuels, la vidéo, le cinéma, la performance. Voilà, donc pendant 2 jours. Des échanges avec les élèves, les professeurs. Exactement. Nous avons essayé pendant ces 2 jours, nous allons essayer en tout cas de permettre à tous les publics de venir, d'assister à des cours, mais aussi de découvrir ce que font les étudiants pendant ces 5 années, puisque nous délivrons 2 diplômes, un diplôme Bac+3, un DNA, diplôme national art, option art, diplôme national art, option design objet ou design graphique, et un Bac+5, diplôme national supérieur d'expression plastique, option art. Voilà. Alors justement, vous avez parlé de ces cursus. Quels débouchés offrent ces cursus, notamment en Martinique? Alors, les débouchés, les premiers débouchés, je dirais, nous formons des
des artistes, des apprentis artistes. Je dis apprentis artistes puisque l'artiste, qu'il soit visuel, qu'il soit surtout artiste visuel, ce n'est que le début hein, quand il finit. Voilà, mais en tout cas, on lui a donné des outils, les premiers outils pour appréhender son art. Et ensuite, nous formons aussi des designers objets, designers graphiques. Ils peuvent travailler justement dans l'écosystème des entreprises de la Martinique en tant que graphiste, mais aussi en tant que designer objet. Ce sont des formations certes de grande qualité, à haute valeur ajoutée, mais que le tissu économique martiniquais peut et intègre notamment. Mais nous ouvrons aussi à l'international, puisque la 4e année chez nous est une année, 4e et 2e année, ce sont des années de mobilité. Cela permet aux étudiants de découvrir le monde, d'aller faire des échanges dans d'autres universités, dans d'autres écoles d'art. Et nous permettons justement à ces jeunes martiniquais, mais aussi guadeloupéens, mais aussi guyanais, quelquefois haïtiens, caribéens, bien sûr, d'avoir les deux pieds ancrés dans leur territoire d'élection, mais aussi dans le monde. Ce sont des formations accessibles après le bac? Après le bac. Comment on fait pour intégrer le campus caribéen? Alors, il y a un concours d'entrée qui, cette année, aura lieu pendant les vacances de Pâques. Donc, nous avons donc pensé aux lycéens, leur permettre, pendant leurs vacances, de passer les concours. Donc, premier concours, session de concours, le 13-14 avril, donc après les jours de Pâques, et une deuxième session de rattrapage, pas de rattrapage, une deuxième session de concours à la rentrée de septembre. Une dernière question, allez-y. Et aussi, pas seulement après le bac, hein, il y a la possibilité aussi, le jeu des équivalences, comme toute université, parce que nous sommes une université, de permettre pour une réorientation, une commission d'équivalence. Une dernière question, Henri Santenac. Hormis ces journées portes ouvertes et ces journées de concours, quels sont les grands rendez-vous à ne pas manquer finalement au campus cette année? Alors, je vous invite, le public ici, hein, les téléspectateurs, à assister à une prochaine expo que nous organisons à l'Atrium, Tropic Atrium, le 2 mars, à partir du 2 mars, une expo qui s'appelle Starter, et qui donne à voir les œuvres des artistes, des anciens diplômés de l'école. Voilà, à partir du 2 mars, pendant 2 mois, dans le cadre du festival CIBA. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci à vous. Rendez-vous donc déjà jeudi et vendredi pour les journées portes ouvertes du campus caribéen des arts. Merci. À vous. Nous l'évoquions hier avec notre invitée Corinne Concy. Les Ustours faisaient escale aujourd'hui en Martinique. L'occasion de présenter l'agrément en ESUS pour entreprises solidaires d'utilité sociale. Entre conférences débats, ateliers thématiques et networking, les participants ont pu échanger tout au long de la matinée. Les détails face à la caméra de Louise Sabas. Cette matinée, en fait, le MOVES, on est une association avec des ambassades et on a une ambassade justement en Martinique et moi, ça me tient à cœur en tant que coprésidente, je suis originaire de Martinique, pour donner de la visibilité aux structures de l'économie sociale et solidaire qui représentent 21% de l'emploi et plus de 10% du PIB. Et en fait, ces structures, elles ont des possibilités d'avoir des agréments qui leur ouvrent des financements, appel à l'épargne citoyenne et c'est le but de vulgariser tout ça et redonner au territoire le pouvoir d'agir en finançant l'économie directe avec des acteurs engagés comme les structures ESUS. Sur le territoire, on a beaucoup de structures d'économie sociale et solidaire justement qui ne s'emparent pas de ces leviers type l'agrément ESUS. On voit qu'ici en Martinique, sur le territoire, on a seulement 6 structures qui sont agréées ESUS et seulement 4 en activité encore. Et qu'il y a un potentiel en fait pour les structures, notamment sur les enjeux, on en parle ce matin, de l'agriculture, du logement, des tiers-lieux, de pouvoir s'engager avec des structures qui prendraient cet agrément. Il est vrai que l'agrément ESUS dont on a beaucoup parlé ce matin est un véritable levier pour pouvoir vraiment avoir un impact, pour aller au plus près de nos bénéficiaires et leur apporter le soutien dont ils ont besoin dans le cadre de mes activités. Et donc, beaucoup d'informations, beaucoup de partage d'expériences et on gagnerait beaucoup plus en Martinique à s'inspirer de ce qui se fait en termes d'entreprise, d'entrepreneuriat social et solidaire, parce que c'est une véritable clé pour apporter des réponses à des mots MAUX que nous avons sur le territoire. Donc, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça nous paraissait important, évident, d'être présent à les Ustours pour pouvoir partager notre expérience et aussi pour pouvoir mener les actions pour avoir cet agrément ESUS. Parce que je pense que c'est un vrai levier de développement pour notre territoire et de prendre conscience
que nous pouvons faire des actions économiques, mais des actions aussi sociales, solidaires et d'utilité sociale. En sport, on joue demain un match en retard de la 14e journée du championnat masculin de volley-ball. Le week-end dernier, lors de la 15e journée, le MUC recevait le RC Arlésien pour une rencontre de haut de tableau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la partie a tenu toutes ses promesses, avec au final la victoire des universitaires, 3-7-2, Karil Chassol et Marc Michel. Ce choc entre deux formations du top 3 tient toutes ses promesses dès l'entame de la partie. Le match est équilibré avec tout de même un léger avantage aux Arlésiens. Et si le MUC fait de la résistance, c'est tout de même le RCA qui souffre le premier set 25-21. Les partenaires de Rodrigue Larcher poursuivent sur leur lancée. Malgré une belle opposition des universitaires, les Arlésiens s'adjugent le deuxième set 25-19. À 2-0, si certains pensent le match joué, surtout avec la bonne entame du troisième set du RCA, il n'en est rien. Progressivement, les hommes de Sanidin reviennent dans la partie. Ils s'imposent 25-21. Le quatrième set est lui aussi très équilibré. Mais au final, il revient sur le fil au MUC sur le score de 27-25. Et les universitaires poursuivent sur leur lancée. Ils s'offrent le cinquième set 15-6 et le match 3-2. Depuis le début de saison, on mène 2-0 sur les équipes et on s'en fait rejoindre à chaque fois. On pensait qu'on avait gommé ce problème-là contre les Rayons, contre les autres équipes qu'on a rencontrées. Mais on se rend compte qu'on retombe dans nos travers. Je pense aussi que physiquement, on a souffert. On a souffert physiquement. L'après-carnaval nous a fait du mal. Bon, il faut dire aussi que le MUC a fait un gros match dans l'ensemble. On sera au play-off. Donc, on ne va pas aller au play-off pour perdre. On va tout donner comme on sait le faire. RCA reste une grosse équipe. Les autres équipes derrière sont aussi très costauds. Ce sont des équipes qui sont habituées au play-off. Si on est au play-off aujourd'hui, là, c'est la première fois qu'on fera les play-offs depuis un bon moment. Donc, c'est une autre compétition qui va commencer. En tout cas, j'ai vraiment confiance en mes joueurs. Outre la victoire du MUC, notez celle du RC Rivière-Pilote et du Rayon, respectivement face à Team Pulse et à l'Espoir. Au classement, les universitaires sont leaders avec 5 points d'avance sur le RC Rivière-Pilote et 6 sur le RCA. En bas de tableau, on retrouve Team Pulse et l'Empire. Un classement qui pourrait évoluer. Demain soir, en match en retard de la 14e journée, le RCA reçoit Team Pulse. Chez les femmes, dans la poule A, le week-end dernier, le Good Luck recevait le Rayon. Une rencontre certes équilibrée, mais qui a souri aux Foyalaises. Si après avoir remporté le premier set 25-21, elles voient leur adversaire en faire de même au second 25-15, les filles de Loris Christine s'adjugent les deux suivants 25-19 et 25-21. Le Good Luck s'impose 3-7-1. Dans la poule B, l'entente FEP Montésie-Éclair, le RC Arlésien et Team Pulse se sont imposés lors de cette 14e journée du championnat. Au classement, les Arlésiennes mènent la danse devant l'entente FEP Montésie-Éclair et l'Espoir. Team Pulse et la JS franciscaine ferment la marche. Et puis sur l'eau, la deuxième étape de la Martinique Wing Adventure s'est déroulée ce matin entre Grand-Rivière et le Robert. Comme la veille, Bastien Escoffet du centre nautique Corbière s'est imposé devant Thomas Proust de la Rochelle Nautique et Alan Fédit de l'AMSL Fréjus. Kylie Belleuvre est la première femme du classement. Demain, la troisième étape emmènera les 16 compétiteurs du Robert au Marin. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie de 8h à 17h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 14h. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Chaudonne Emmanuel passe aux aveux. Le ressortissant Saint-Lucien comparaît devant la cour criminelle depuis hier pour une série de viols commis entre décembre 2022 et février 2023. Suite et fin du procès demain. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale.